Et de retour sur le plateau de la REF 2022. J'ai le plaisir d'être avec Julien-Henri Maurice, le directeur exécutif numérique, produits et technologies du média Le Point. Bonjour Julien-Henri. Bonjour Martine, merci. Alors un petit mot d'introduction de votre intervention. Sous l'impulsion du digital et des nouveaux usages des lecteurs, la presse magazine se transforme. Depuis la fin des années 90, le secteur des médias connaît de nombreuses mutations avec l'avènement d'Internet, les modèles économiques et la gestion des médias classiques, télévision, radio, presse écrite. Tous ces médias-là ont connu une mutation complète. Parallèlement, on va en parler tout à l'heure avec vous, Julien-Henri, de nouvelles opportunités se dessinent pour interagir avec les audiences, mieux connaître ses lecteurs et ses besoins, exister sur les réseaux sociaux, autant de sujets dont on va parler tout au long de cette intervention avec Julien-Henri Maurice, exécutif vice-président Digital Data Innovation du groupe Le Point. Alors pour commencer, Julien-Henri, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre entité, votre média et vos missions principales ? Alors tout d'abord, merci encore de l'invitation. Ravi de participer à ce bel événement. Alors Le Point, c'est un média qui va avoir 50 ans cette année. Donc c'est un grand anniversaire pour ce grand journal. C'est un média qui est papier, historiquement, qui est numérique depuis pratiquement 20 ans et qui est tellement physique puisque le Point organise plusieurs événements par an. Pour donner un ordre d'idée, donc c'est le magazine en France le plus vendu. Donc c'est le leader français. L'application mobile est dans le top 10 des applications d'actualité en France. Sur le digital, sur le numérique, c'est 42 millions de visites en moyenne par mois, pour montrer un peu comment c'est quand même un acteur important sur le numérique qui compte dans l'écosystème français de l'information en France. Un positionnement évidemment haut de gamme et puis de forts positionnements sur l'information en ligne payante. On reparlera notamment de l'abonnement qui est un grand sujet dans le modèle économique de la presse dont vous parliez sur justement toutes les mutations qui ont eu lieu. Il y a notamment eu l'abonnement. Quant à mes missions, moi je suis arrivé après le déconfinement national, le 11 mai 2020, donc je m'en souviendrai. C'était assez sympathique comme prise de fonction. Une date emblématique. Ouais. Et donc mes missions, et donc c'est une création de poste, elles vont vraiment être là pour accélérer justement la transformation, la mutation numérique du journal, tant sur ses process que sur sa façon de travailler, ses outils. On en reparlera, ou que c'est son modèle économique. Et donc, je gère une équipe de pratiquement 60 personnes qui vont sur des sujets de marketing numérique, de data, d'analytics, de produits, donc gestion de projet, d'expérience utilisateur, ce genre de choses, de mobile évidemment, toute la tech, les développements informatiques que l'on voit, et une partie business development, diversification justement du modèle économique. Et donc, ça fait un peu plus de 2 ans que j'œuvre direct dans ce beau groupe, rattaché directement au président directeur général du groupe. Voilà. Très bien, on aura l'occasion de revenir. Alors, on a déjà ces chiffres qui sont assez parlants. Une application dans le top 10, 42 millions de visites et un média qui est sur le digital depuis 20 ans, alors qu'il fête ses 50 ans. Donc, on voit le chemin parcouru. Alors, justement, Julien-Henri, vous nous faites l'amitié de venir sur cet événement, la REF 2022, pour partager votre vision de la digitalisation du secteur de la presse. Donc Le Point est un des acteurs importants de ce secteur. Plus globalement, avant de revenir plus en détail sur ce que vous faites en termes de transformation au sein du groupe Le Point, quelle est votre vision globale des enjeux du secteur de la presse et du numérique ? Alors, vaste question, donc je vais rester humblement d'y répondre, parce que c'est une question évidemment assez prospective. De mon point de vue, avec les 2 ans et quelques de recul que j'ai, ce qui, moi, me tient à cœur quand je pense à la transformation numérique, quand je pense à un numérique utile, je pense à un éditeur qui doit être un compagnon de news, si je devais le dire de façon pas trop triviale. Ce que je veux traduire par là, c'est que ce compagnon de news, pour moi, ça doit être de la préférence de marque. On y reviendra, il y a plein de choses qui créent cette préférence de marque, notamment sur le média, où c'est la guerre de l'attention qui est importante. Le temps de lecture des Français a baissé en 10 ans de 25%. Donc c'est la guerre de l'attention. On est vraiment sur ce marché-là. D'accord. Donc moi, ma vision, c'est qu'on doit être un compagnon, évidemment. On parle de mobile, on parle de choses comme ça, donc d'être partout. Ensuite, moi, je considère qu'un média, pour que ça réussisse,
il faut être participatif, il faut être collaboratif par essence. Il faut que le lecteur puisse s'exprimer, il faut que le lecteur puisse avoir des tribunes pour justement donner son avis. Il y en a beaucoup d'experts en France, de gens très reconnus. Le journalisme est un métier que moi j'ai toujours respecté, j'ai failli faire d'ailleurs, pour la petite histoire, et donc j'ai un énorme respect, mais je considère que le journalisme aussi doit être pas uniquement un métier de sachant, même si évidemment il y a beaucoup de choses qui partent de ces enquêtes, de tout ce travail très noble qui est fait. Je considère que voilà, les lecteurs peuvent aussi, donc doit y avoir interaction et donc doit y avoir rapprochement, je dirais. Il doit y avoir cette collaboration un peu plus lecteur et journalisme. Ensuite, je dirais que ce digital, ce numérique et ces médias au global, et on en avait parlé ensemble, je ne veux pas surfer sur une vague, je le pense foncièrement, doit être responsable. Sans anglicisme, il doit être un peu green, ce qu'on appelle la green tech. Expliquez-nous en quoi le responsable, médias et green c'est-à-dire que quand on se transforme, on le sait, on le voit ou on ne le sait pas, mais le digital, le numérique, ça pollue. Je veux dire, j'ai lu il n'y a pas longtemps justement sur la presse que en pleine canicule à Londres, où il faisait pour la première fois 40 degrés, les data centers pour refroidir tout ça quand c'est pas du tout prévu, parce que normalement à Londres il fait pas ça, c'est un impact écologique qui est énormissime. Donc si on se rapproche de nos enjeux plus d'éditeurs, évidemment c'est le papier. Hein, on a des sujets très majeurs industriels sur le papier. Donc, c'est vraiment le recyclage et toute cette activité industrielle qu'on voit moins, dont je parlerai un petit peu moins parce que je suis moins référent sur ce sujet. C'est pas forcément digital, mais très important dans l'activité d'un journal. De plus en plus, on fait le parallèle entre cette révolution digitale et son impact, parce qu'on n'a plus l'impact que l'on peut avoir et l'impact carbone que peut avoir l'entreprise. Donc, évidemment, derrière, on parle de RSE, hein. Je pense que c'est un sujet qui a déjà été évoqué dans la journée, c'est un sujet important. On parle du coup de l'empreinte que l'on peut avoir avec le digital, donc sur les serveurs, tout ce genre de choses, sur l'hébergement, qui a beaucoup de coûts et qui a beaucoup d'empreintes. C'est évidemment tout ce qu'on peut faire au sein de l'entreprise. Ça, c'est pas que la presse, mais c'est vraiment toutes les entreprises, d'avoir l'empreinte carbone zéro. Et puis c'est par exemple à la régie publicitaire du Point, le Point Communication, c'est des calculettes carbone, pour vraiment faire en sorte que nos annonceurs qui nous font confiance, quand ils viennent et par rapport à leurs autres activités, ils arrivent à contrebalancer, parce que l'affichage de la publicité et des bannières, eh bien, c'est de l'empreinte carbone. Voilà, il n'y a pas que l'imprimer qui compte. Donc toutes ces activités mis bout à bout font qu'on a une empreinte. Et donc pour moi, quand on réfléchit, quand on pense une transformation, basculement un peu d'un modèle vers autre chose, sur du numérique, on doit penser justement à l'empreinte que ça fait sur une activité historique industrielle, mais aussi, et je dirais pas des nouvelles, parce que c'est pas nouveau le digital, mais sur des activités digitales qui elles aussi ont une empreinte. C'est pas parce qu'on digitalise que c'est mieux que le papier. C'est ça que je voulais dire quand je dis absolument. Alors très intéressant. Donc on voit effectivement cette vision globale des enjeux d'éditeurs aujourd'hui. Hein. Le green à ne pas oublier pour effectivement informer entre guillemets proprement, l'inclusivité dont vous avez parlé, Julien Henry, donner peut-être plus de place à cette dimension communautaire avec les audiences. Vous avez aussi évoqué quand on préparait cette intervention les nouvelles écritures, un grand enjeu également. Vous parlez de fragmentation des audiences. Finalement, on capte moins facilement les audiences, le temps d'attention. Mais ces nouvelles écritures, quelles sont-elles ? Alors, les nouvelles écritures, ce qu'on appelle les nouvelles écritures, c'est qu'en effet, il y a l'écrit et puis il y a le reste quand on consomme de l'information. C'est-à-dire l'image, c'est-à-dire la vidéo, c'est-à-dire l'audio. Donc, je ne parle pas que des podcasts, qui sont évidemment quelque chose qu'on connaît bien dans la consommation. Je parle également de pouvoir écouter avec une voix bien faite, une narration, des articles qui nous seraient lus, voilà, comme on écouterait de la radio. Je crois beaucoup à ce cross-média en fait, qui nourrit tous les médias. On en est au balbutiement aujourd'hui. On en est au balbutiement, mais puisqu'on parle de vision, c'est une vraie conviction. Vu qu'on est sur la guerre de l'attention, j'essaie toujours, autant que faire se peut, d'être pragmatique. Si on est sur une guerre de l'attention et que pour consommer Le Point, il faut forcément, et il n'y a pas d'autre alternative, lire. Je ne sais pas comment font les autres, en tout cas moi, quand je lis, je ne suis pas multitâche. Donc ça veut dire que c'est un vrai choix. C'est presque un vrai luxe. On en a énormément, hein, ça se passe bien, hein, mais c'est un vrai luxe. Et pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Et quand on demande ça aux gens, ça veut dire que
tout le monde n'adhère pas à faire du monotache, on le sait bien avec tout ce qui se passe avec le mobile et la télé, etc. Donc moi, j'ai vraiment une conviction que l'audio notamment, pouvoir vraiment comme d'autres acteurs, pour ne pas les nommer, mais comme Spotify ou d'autres choses, des listes de lecture, c'est vraiment des tendances de consommation qu'on voit plus qu'émerger, pas qu'en France. Et je considère que faire en sorte que Le Point puisse être en mobilité, sur d'autres activités que juste vous avez le temps de lire sur votre tablette, etc. Je crois beaucoup à ce développement des usages et à la conjonction de là où sont les usages, pas que sur les nouvelles générations, mais évidemment pour rajeunir l'audience. Donc je dirais que ce côté-là est très important. Et enfin, donc ces nouvelles écritures sont tous là et donc permettent de capter et de narrer différemment les choses, hein, évidemment. C'est pas pour rien que on a lancé le Point quand je suis arrivé sur Snapchat, sur Discover, pour justement aller chercher de nouvelles audiences et puis pratiquement d'un même contenu, le transformer différemment pour intéresser, interpeller différemment. Donc ça, j'y crois énormément. Et puis enfin, je pense que pour attirer, pour fidéliser et pour pérenniser tout cela, je considère qu'un éditeur, même si c'est un éditeur de news, ne doit pas faire que de la news. C'est-à-dire, il doit élargir à quel élargir type son scope, être beaucoup plus serviciel. D'accord. Sur des services. Information as a service. C'est ça, exactement. C'est comme brand as a service, on disait dans le digital e-commerce. Donc c'est vraiment proposer d'autres choses que cela. Et pour cela, Le Point, on en reparlera, a beaucoup d'idées, une vraie stratégie. On a créé un pôle sur cette activité lorsque j'ai rejoint les équipes du Point. Et il s'avère que notre lectorat en est féru. Et donc, on propose une gamme de services qui va plus loin que juste être référent sur l'actualité en France. Alors ça, c'est passionnant. Justement, on va rentrer maintenant que vous nous avez partagé, Julien-Henri Maurice, votre vision globale des enjeux pour le secteur de la presse et sa mue digitale. On va rentrer un petit peu plus en détail dans la stratégie que déploie le groupe Le Point et notamment les grands chantiers digitaux sur lesquels vous impulsez avec vos équipes. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ces grands chantiers digitaux à l'aune des 2 ans passés dans ce groupe Le Point et est-ce que vous pouvez nous partager également les premiers résultats obtenus? Alors, quand on avait en effet préparé, on avait aussi parlé de quels sont les piliers de tout ça, sur quoi ça repose. Alors le premier, ça peut paraître vraiment très évident, mais je pense que parfois il faut être très pragmatique dans la transformation. Ça commence par l'humain. C'est un pilier sine qua non. Donc les talents. Je pense que c'est des sujets sur lesquels vous écrivez aussi beaucoup dans votre groupe. Il y a un peu un sujet sur la guerre des talents actuellement sur nos métiers. La pénurie est un sujet de la rentrée aussi, ouais. Au-delà des autres sujets qui occupent les Français. Donc l'humain est un pilier important. Pour traduire mon propos, quand je suis arrivé, évidemment, il a fallu poser une organisation adéquate qui allait nous permettre d'accélérer, de gagner justement encore une fois en vitesse, parce qu'il y a un enjeu de concurrence, évidemment, et donc de vitesse et d'innovation. Et donc, tous ces enjeux d'avoir les talents, les expertises présentes pour faire du numérique avec un grand N sont très importants. Donc ça, pour moi, c'est un pilier sine qua non. Et je fais exprès de le mettre en premier parce que la transformation numérique, on peut faire tout ce qu'on veut. Je pense qu'on a tous les deux lu beaucoup d'articles sur ça. On peut transformer, on peut avoir des outils, on peut avoir tout. Les meilleures idées du monde. Les meilleures idées du monde, une meilleure vision. Et dans l'exécution, si on n'embarque pas les gens et qu'on ne pense pas à l'humain et qu'on ne pense pas à son client interne, on n'a rien compris, on est passé à côté du sujet. Donc je fais exprès de commencer par ça. Ensuite, évidemment, dans les enjeux et ce qui nous anime et ce qui sont les piliers de cette transformation, de cette accélération numérique, c'est la technologie. Le Point, comme beaucoup d'autres de ses confrères, doit devenir une médiathèque compagnie. C'est-à-dire que vraiment la tech, aujourd'hui, je parle sur un prisme évidemment digital, hein, je ne parle pas du papier, etc., mais doit devenir vraiment une entreprise qui résonne par la tech. Parce que tout passe par là. C'est quoi les spécificités quand on raisonne par la tech, justement? C'est-à-dire qu'il y a des pratiques, des bonnes pratiques à avoir. Sur le papier, il y a plein de contraintes aussi, plein de choses parfois plus faciles à faire. Et sur le numérique, on a aussi plein de métiers où, sans être trop technique, le référencement, la web performance, l'expérience utilisateur, la green tech. Alors, quand on commence à rajouter tout ce cahier des charges, pas forcément choisi, mais qui est mieux pour faire du bon digital, ça commence à faire un métier avec des expertises qui comptent et qui font que ça complexifie beaucoup la façon dont on le fait. Le digital est devenu un métier de plus en plus de gestion industrielle,
et complexes. Donc c'est ça que je veux dire. Donc la technologie, les spécificités, c'est qu'il y en a, en fait, elles vont aussi très très vite, qu'il faut suivre ça, Oui. parce que C'est pour avoir aussi un thème qui attrait revient dans la marque employeur, il faut aussi avoir les bonnes techniques techno, sinon les développeurs informatiques, ils ne restent pas. Voilà. Donc c'est évidemment technologique, c'est tous les jours, il faut être dans la course, il faut être dans l'innovation, en tout cas ne pas prendre de retard, et puis il faut en faire une force pour justement que ce soit un moyen. N'oublions jamais que la technologie est un moyen et pas la finalité. Ça aussi, c'est important de le dire quand on fait de la transfo. Donc c'est un moyen qui doit être un moyen de développer. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et puis ensuite, évidemment, de façon assez évidente, pilier assez classique du marketing. On y revient souvent. Le marketing digital est un... Là aussi, il y a beaucoup de métiers. Ce sont des métiers qui doivent permettre de justement mieux convertir. Ce que vous disiez en introduction, on y reviendra, mais de mieux connaître ses audiences, de mieux les segmenter, de mieux les engager. Tout ça sont un travail de longue haleine, de préférence de marque, on y revient. Et puis la data. Alors, tout le monde peut penser que c'est un peu... la data, bah oui, tout le monde en parle. Bah, une data, en fait, on ne va pas dire que on ne pilote pas tout par la data. On va être très... Par contre, se dire qu'on a une data qui est utile, qui est temps réel, où les équipes peuvent être le plus autonomes possible pour justement, par rapport aux expertises qu'on recrute, mettre la matière grise et pas justement faire en sorte que c'est compliqué de reporter, de faire du pilotage d'activité, etc. Une data qui soit un peu plus prédictive et qui nous permette de justement faire une meilleure prévision, de mieux piloter une activité et un business, et aussi de regarder dans le passé et de faire donc ce qu'on appelle la data science et de regarder tout ça. Ça, ce sont des sujets qui sont très importants parce qu'ils permettent justement d'aller chercher de la création de valeur et donc de la croissance. Parce que le but de tout ça, si jamais on a perdu les gens qui font le plaisir de nous regarder, c'est d'augmenter les revenus numériques. Augmenter le revenu évidemment, numérique. on ne dit pas que ça doit se substituer, parce que le point a la chance vraiment d'être un média qui, sur le papier, et j'aime pas le terme parce que ça fait un peu passéiste, résiste, en tout cas se porte très bien. Et donc le digital ne doit pas, et moi je suis pas là pour venir en disant passé, présent, passé, futur. Mais est-ce qu'on n'est pas justement... Et donc ça doit être un complément qui vient justement faire que ça s'incrémente. un point où les audiences, après avoir consommé énormément de digital, après avoir un peu délaissé le papier peut-être une époque, est-ce qu'on n'est pas à un nouveau cycle où aujourd'hui, finalement, on a besoin de comprendre ce monde de plus en plus complexe et d'avoir des temps longs de lecture, de recul, avec des moments à soi et voilà, parce qu'on a l'impression finalement que, comme vous le dites très bien, que un magazine comme Le Point se porte bien. Se porte bien parce que finalement la spécificité, c'est qu'on est à la base un magazine, donc un magazine hebdomadaire, ce qui est différent d'une fréquence quotidienne, les quotidiens. Et donc ça veut dire que le Point est très positionné sur ça, et c'est notamment le travail de la rédaction. C'est un métier d'enquête, c'est un métier d'investigation, c'est un métier de dossier, c'est vraiment un travail sur le terrain, et puis avec des dossiers, des interviews, des décryptages qui prennent beaucoup de temps. C'est plus de 100 journalistes au Point, donc c'est une grande rédaction. Et ce travail-là, en effet, il fait que le Point a une vraie carte, enfin, la joue déjà, mais a une vraie carte à jouer, parce qu'en effet, il y a un décryptage, il y a vraiment des dossiers, et c'est notamment ce que les gens, en effet, quand ce monde un peu trouble, quand on écoute les prospects ou nos abonnés, c'est vraiment ce qui ressort en général. C'est justement pour ceux qui prennent le temps et que ça intéresse et qui veulent décrypter un monde qui est un peu compliqué actuellement. On ne va pas faire trop sur ce sujet-là, c'est pas le sujet de notre discussion. Et bien, le Point est vraiment un compagnon de news et quelqu'un qui accompagne et qui décrypte. Et ça, pour moi, ce métier de temps un peu plus, on va dire, moyen terme que juste l'actualité chaude, même si c'est très important, elle est traitée. C'est important et le Point est très bien positionné sur ça, oui, tout à fait. Très bien, alors le temps passe vite avec vous, Julien Henry. Ça fait déjà 20 minutes qu'on échange, il nous reste seulement 9 minutes pour cette intervention. J'avais plein de questions à vous poser, donc je voulais vous demander, selon vous, quels sont les... Alors, on va reparler de votre parcours. Vous êtes issu du e-retail, donc vous avez la spécificité d'avoir la vision de pas mal de secteurs d'activité différents, avec comme fil rouge la transformation digitale finalement de ces secteurs. J'ai envie de vous demander quels sont les points communs et les spécificités d'un secteur comme le secteur des médias et d'un secteur comme celui du e-retail où vous officiez auparavant. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, j'étais content de la question parce que
très anecdotiquement parlant, quand j'ai changé, beaucoup de surprises. Moi, ça m'a beaucoup amusé, pour être très sincère. Mais en effet, Racontez-nous, auparavant, vous étiez donc j'étais chez... au sein du groupe Galeries Lafayette, donc dans l'e-retail, dans l'e-commerce, et je passe dans les médias. Beaucoup de gens... Choc des cultures, quand même. Choc des cultures. Et donc, beaucoup de gens me disent, ah, je ne l'avais pas vu venir celle-là. Donc moi, j'aime bien faire ça. En même temps, c'est un peu mon caractère aussi. On se connaît bien. Et donc, j'avais vu, moi, plein de choses qui faisaient qu'en fait, il y avait un terrain de jeu qui, a priori, allait faire que j'allais pouvoir apporter des choses. Voilà, on allait pouvoir développer des choses et qu'il y avait un vrai challenge, un vrai beau projet, une vraie ambition de la part de la direction générale. Donc, les choses qui sont, je dirais, spécifiques au point et aux médias, c'est le business de l'abonnement. Ça, je ne connaissais pas. Et ça, c'est aussi ce qui m'a intéressé et ce que je pense qui est important parce que beaucoup d'entreprises, dans leur modèle économique, diversifient ou rajoutent. On l'a vu aussi dans l'e-commerce. Hein, Amazon Prime, c'est de l'abonnement. Fnac Plus, c'est de l'abonnement, etc. C'est une vraie tendance, l'économie de l'abonnement. Infinity, à l'époque, de showroom privé, voilà, c'était de l'abonnement. Donc, c'est une vraie tendance. Donc, moi, j'ai connu pendant plusieurs années vraiment le côté transactionnel, logistique, la livraison, qu'on connaît tous aussi, parce qu'on consomme beaucoup de l'e-commerce en France. Et je ne connaissais pas ce monde de l'abonnement qui, pour autant, est très complémentaire à mon sens et fait qu'il y a une complémentarité très forte. Et l'e-commerce, que moi, je peux apporter notamment, c'est la connaissance de la performance, de l'achat média, du marketing digital, des outils qui peuvent aider justement à aller mieux connaître ses audiences, mieux les segmenter, mieux les activer. Donc un écosystème à créer. Ce sont souvent les mêmes outils qu'on retrouve parce qu'ils fonctionnent très bien. Ça va être les taux de conversion. Finalement, il faut que les audiences arrivent, il faut qu'il y ait les mêmes expertises, il faut qu'ils aillent sur une boutique, il faut qu'ils sortent une carte bleue, il faut qu'ils s'abonnent. Et puis entre-temps, ce qui est... Des parcours clients. Des parcours clients, finalement. Donc de l'expérience client, comme on en parle tous les jours dans l'e-commerce, ce qu'Amazon appelle la Customer Obsession. Il faut l'avoir aussi dans les médias. L'obsession du client est ultra importante dans ce secteur-là. Et puis ce qui est différent, par contre, c'est ce modèle biface. Monétisation, régie publicitaire, et je dirais B2C, grand public, abonnement. Ça, je connaissais moins, même si j'avais un peu travaillé sur la monétisation avant moi. Et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir une action où on doit réfléchir au développement des usages, peu ou prou, faire des pages vues, qualifiées, bien monétisées, qui servent un modèle, le modèle économique de l'entreprise, qui est donc la publicité numérique. Et en même temps, développer et aider à développer l'abonnement en priorité numérique, parlant de numérique. Et donc, les accointances, c'est les outils, c'est les process, c'est les expertises. C'est les mêmes problématiques souvent entre les plateformes numériques et puis les outils internes qui permettent de gagner en productivité, qui permettent de faire les choses de façon plus agile. Et puis justement, puisque je parle d'agilité, en tant qu'agiliste, comme on dit, c'est les mêmes sujets de travailler ensemble, de collaboratif, de désilotage. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé, on a notamment passé en agile, donc en Scrum. Alors expliquez-nous un petit peu. C'est une façon de fonctionner, c'est la gestion de projet. Ouais, c'est une façon de gestion de projet. Je suis totalement d'accord, qui est facile à dire, moins facile à faire, parce que ça prend beaucoup de temps, parce qu'en fait, il faut embarquer peu ou prou l'entreprise là aussi. Il ne faut pas que ce soit un truc de geek dans un coin. Ils font de l'agilité, ça a l'air génial, mais j'y comprends rien. Donc il faut être très pédagogue dans tout ça. Il faut embarquer les gens. Concrètement, c'est quoi ? Pour faire très rapide, historiquement, beaucoup de gestion de projet faisaient de l'AMOA, maîtrise d'œuvre, et le projet, sans être trop marseillais, pouvait durer 1 an, on faisait un cahier des charges, relais dans 1 an, vous l'aurez. Je grossis le trait un petit peu pour... L'agilité, c'est de se dire qu'on va faire un produit minimum et on va itérer. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, j'aime beaucoup cette image qui résume bien cette agilité, c'est-à-dire que quand on dit, bah voilà, j'ai besoin de me déplacer, qu'on ne dit pas qu'on a forcément besoin d'aller à 100 km/h dès le début, bah une trottinette électrique, ça commence à répondre aux besoins en fait. On n'est pas obligé forcément de faire tout de suite le SUV. Et potentiellement, en incrémentant, et parce que la concurrence est mouvante aussi, ça permet de pouvoir changer de braquet, de trajectoire, et faire qu'à la fin, finalement, le produit final, ce sera peut-être pas un SUV, ce sera peut-être une citadine. Et donc, on se garde cette passibilité, et donc on a plus de livraisons, ce qu'on appelle des mises en production qui se voient pour le client, qui améliorent le produit, les plateformes. Et du coup, ça permet de faire des sauts de puce beaucoup plus
fréquent. Et ça demande une ouverture d'esprit aussi, de dire je ne sais pas où je vais aller forcément, mais je vais réorganiser ma direction en fonction des attentes, en fonction de... Remarque, comme toujours, très pertinente. C'est pas parce qu'on fait de l'agilité et qu'on fait des plus petits sauts de puce et qu'on raisonne plutôt en 3-6-9 mois qu'on n'a pas de vision. Clairement, ça peut paraître peut-être péremptoire, mais bon, ça me paraît important de le dire. Si on met tout ça en place, mais qu'on ne sait pas où on va, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que ce qu'on doit faire en termes de stratégie, de vision, etc., d'étapes, ça reste un travail qui est à faire. Ça se rajoute par-dessus pour que le collaboratif, pour qu'il y ait plus de transparence, plus de création de valeur, et que justement l'entreprise puisse quand même se donner les moyens de ne pas se dire juste on change une fois par an, et puis après on espère que ça va bien se passer. Donc ça permet quand même d'avoir une gouvernance, un pilotage d'activité pour le comité de direction, qui est quand même facilité parce qu'on peut changer de braquet et donc on peut être agile. Très bien, alors très intéressant, Julien-Henri Maurice. Il nous reste 2 minutes, on va conclure. Alors j'ai envie de vous demander quels vont être les gros enjeux. Donc vous avez depuis 2 ans, vous avez œuvré à cette réorganisation, à cette orientation numérique que prend aujourd'hui le média Le Point. Votre feuille de route dans l'année qui vient, quelle sera-t-elle ? Alors, première petite chose, vu que ça fait 20 ans que Le Point fait du digital, encore une fois, on reste, je ferai exprès parce que c'est important pour moi, très humble. Le Point ne m'a pas attendu pour faire du digital, donc, voilà, donc je prends le relais. Je suis là pour mettre les process, comme j'ai dit, les bonnes équipes, aider à accélérer. Encore une fois, il y a des gens qui l'ont fait bien avant moi et qui ont porté Le Point jusqu'à ces firmaments pendant le premier confinement, d'être devant PayPal en termes de trafic. Donc ça, c'était avant, avant que j'arrive. Voilà. Donc moi, je reprends. Mais les chantiers, c'est un peu ce qu'on a dit. Donc le challenge est haut, finalement. Le challenge est haut et le groupe a beaucoup d'ambition. Et je trouve ça super motivant pour toutes les équipes qui ont rejoint le groupe Le Point sur les derniers mois, parce qu'il y a pas mal d'arrivées. Donc, pour répondre à la question, sur le temps imparti, dans les grands chantiers, on va rejoindre un peu ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver sur l'expérience utilisateur. Il faut que les plateformes soient beaucoup plus contributives encore à la croissance de l'entreprise, puisque les gens, c'est un marché où les gens viennent à nous, ils viennent s'informer. Donc, comme on le disait, les parcours clients, les parcours utilisateurs, ils doivent être encore plus performants. On doit y travailler, on doit vraiment optimiser tout ça pour que justement ça dégage le maximum de chiffre d'affaires et donc de marge. N'oublions jamais la marge dans le numérique, parce que ce n'est pas que de la croissance de chiffre d'affaires. Une entreprise non rentable ne va pas très très loin en général. Donc un numérique il faut bien rentable, le préciser en effet. Rentable. Ensuite, c'est beaucoup de choses sur la vidéo. Ça peut arriver dans ce qu'on disait, les nouvelles écritures. Il faut monter en puissance. Il faut aller beaucoup plus loin sur ces métiers-là. Beaucoup d'enjeux sur la data. Il faut aller, comme je le disais, on a encore besoin d'améliorer notre temps réel. On a encore besoin de faire en sorte que les équipes puissent prendre plus de décisions et puissent piloter leurs activités de façon beaucoup plus autonome que juste systématiquement demander une analyse qui dure 2 semaines et qui fait que le temps passe vite, c'est du business, etc. Évidemment, beaucoup d'enjeux technologiques, on en a parlé, donc on se l'applique à nous, c'est-à-dire qu'on a des refontes, on a de la gouvernance, on a de la modernisation à faire de nos interfaces et de tout ça. Et puis nos audiences, on a de gros enjeux en chantier sur le fait de pouvoir encore plus être bimédia, ce qu'on appelle, donc papier et numérique, donc de changer les outils aussi, pour que la rédaction puisse être totalement complémentaire et qu'il y ait là aussi le moins de silos possible et que ça réponde à un monde où on puisse faire justement les nouvelles écritures, un article écrit, de la vidéo, etc. Et que tout ça s'orchestre plus facilement pour qu'on gagne en productivité, pour que le temps de publication également soit plus rapide. Qui dit temps de publication plus rapide dans une course à l'actualité chaude fait qu'on peut être beaucoup mieux repris, notamment par des gens comme Google. Et donc c'est important pour la stratégie et pour faire grossir l'activité numérique du journal. Voilà. Et la boucle est bouclée. Merci 1000 fois Julien-Henri Maurice. Merci pour votre témoignage très intéressant. Nous arrivons au terme de cette intervention. Vous nous avez donné envie en tout cas d'aller surfer sur le site du point.fr. J'y encourage et évidemment à s'abonner. Et d'aller télécharger votre application. On reste ensemble juste après tout de suite une page de publicité. Merci.